travaillons là-dessus depuis 4 ans. Le simple fait d'avoir la liberté de faire ce que nous voulons est inhabituel dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. J'ai donc découvert Roland très tôt dans mon parcours de collectionneur. Je suis basé aux États-Unis. Et je pense que lorsque vous êtes basé aux États-Unis, vous ressentez un certain isolement dans l'industrie horlogère parce que vous êtes passionné, mais vous ne connaissez pas vraiment toute l'étendue de ce qui existe, car tout se passe généralement en Europe. Mais j'étais curieux de savoir qui faisait des choses aux États-Unis. Et je suis tombé sur ce gars qui s'appelle Roland Murphy. Je me suis dit, attends, c'est à quelques heures de route de chez moi. Je pouvais simplement aller voir ce gars à un moment donné. La chaîne grandissait aussi à ce moment-là, et j'avais envie de le contacter pour voir si on pouvait faire quelque chose. Et je crois que si on a l'occasion de parler de quelque chose qui nous passionne, il y a une obligation que cela implique, celle de mettre en avant les personnes qu'on admire vraiment. Roland est l'une des personnes que j'admire dans cette industrie. Tout a commencé avec la vidéo, il y a 5 ou 6 ans. Nous sommes venus ici et avons commencé à planifier et les gens ont bien accueilli l'idée de couvrir une marque. Et c'était quelque chose que j'avais vraiment hâte de faire et j'étais content de la façon dont ça s'est concrétisé. Oui, la première vidéo s'est vraiment bien passée. Tu es venu et on a juste discuté et montré ce qu'on faisait ici. Et on a vraiment passé un bon moment ensemble. Tu sais, tu as beaucoup évolué au fil des années et je respecte vraiment ce que tu fais. Tu fais partie des rares personnes qui ont de l'intégrité dans la création de vidéos. On apprécie vraiment cela. Je vais juste dire ceci d'abord. Je n'avais aucune intention de collaborer avec qui que ce soit dans l'industrie horlogère pendant un moment parce que j'étais tellement concentré sur d'autres choses et c'était intimidant. Je pense que ça a commencé du côté de Roland, si je ne me trompe pas. J'ai reçu un message de sa part. Nous avions discuté de cela parce que nous faisons des montres personnalisées et nous en avions parlé. Et je pense que c'est arrivé petit à petit. Ce n'était pas vraiment quelque chose qui était prévu. Oui, c'était peut-être juste un message. Tu veux travailler sur quelque chose? J'étais aussi curieux de poursuivre l'idée. Je pense que quand tu peux rencontrer quelqu'un comme Roland, ce qui m'a enthousiasmé, c'est qu'avant tout, tu es un artisan ici aux États-Unis. Peu de gens peuvent faire ce que tu fais, même à l'international. Pouvoir le faire avec quelqu'un que je respecte ici aux États-Unis m'a permis de voir le processus de prêt et d'aller chez lui facilement. C'était une opportunité et un défi unique que je voulais relever. D'accord, t'es prêt à voir cette montre en vrai? Attends une seconde. Je dois juste planter le décor ici. On travaille là-dessus depuis 4 ans. Par intermittence, oui. Par intermittence. Nous sommes tous les deux très occupés et toutes sortes de choses se sont présentées. Mais je crois que c'était en 2021 que nous avons commencé à discuter, à enregistrer nos appels Zoom, à échanger sur les designs. Voir ça en personne, c'est 4 ans de travail pour moi. C'est un projet à long terme, mais je pense que le résultat en vaut vraiment la peine. Alors, montrez-la moi, monsieur. Je suis enthousiaste. Révélation de la montre. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue, mais c'est aussi choquant de l'avoir réellement en main. Maintenant, j'ai juste envie de la mettre. Oui, je pense que tu devrais l'essayer. Oui, je pense, non? C'est approprié? Wow. Ça a l'air bien? C'est vraiment bien. Et l'un des principes que nous recherchions lorsque nous concevions cette montre, c'est que nous avions ce boîtier sur lequel tu travaillais. Et la façon dont cette montre se porte était très séduisante. Et quand nous réfléchissions aux principes que nous voulions, pour moi, ce qui était important, c'était de penser à la façon dont elle se porte. Mais je voulais aussi m'assurer que nous puissions mettre en valeur votre savoir-faire. Et il y a aussi un aspect ici où nous devons combiner, vous savez, il y a un mouvement suisse à l'intérieur, un excellent mouvement, un short CTN micro-rotor. Mais quelle pourrait être la démonstration d'un bon compromis de montrer ce savoir-faire artisanal de l'horlogerie américaine tout en le proposant à un certain niveau de prix? Si quelqu'un a un budget de luxe, comment pourrait-il justifier de choisir quelque chose comme ça? Donc, là où je réfléchissais, c'est où montrez-vous ce que vous faites de mieux? C'est votre travail de guillocher. C'est à cela que beaucoup de gens pensent, parce que nous réalisons tellement de cadrans guillochés ou guillochés à la machine différents. Donc, c'est mis en valeur ici, au centre du cadran. Nous avons un magnifique guilloché taillé à la main, avec un traitement bleu galvanique dessus. C'est donc un aspect saisissant et subtil qui, à la lumière, est vraiment superbe. Le mouvement,
Un short CTM étant aussi une petite entreprise, vous savez, nous avons collaboré avec eux pour le mouvement. Et comme ils sont petits, nous avons pu travailler avec eux de manière à ce qu'ils nous permettent de faire certaines choses sur le mouvement. Donc, nous avons réalisé le perlage, nous avons modifié le rotor avec notre plaque en or A. Donc, il y a des choses qu'ils nous ont permis de faire en travaillant sur le mouvement avec eux. Et puis, bien sûr, nous avons travaillé sur la conception de la gravure et ce genre de détails dessus. C'est donc un mouvement éprouvé et fiable, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne voulions pas simplement utiliser quelque chose dont nous ne savions pas vraiment comment il tiendrait sur le long terme. L'autre chose que nous avons appréciée avec ce mouvement, c'est qu'il possède de nombreuses caractéristiques que nous recherchions. Il s'adapte parfaitement au boîtier. Nous aimons le micro-rotor et la réserve de marche assez robuste aussi. On parle de 86 heures. Bien sûr, peu de mouvements durent aussi longtemps, ce qui apporte de nombreux avantages. Et si on regarde quel a été notre processus pour concevoir cela, on a commencé par le boîtier. Nous avions arrêté notre choix sur ce boîtier de 39 mm, nous aimions son positionnement. Ensuite, comment pouvions-nous trouver un mouvement qui nous permettrait d'être bien placé en termes de prix, mais aussi de rentrer dans le boîtier? Et vous pouvez voir ici, il remplit très bien le fond du boîtier. Ensuite, la question suivante est le design. Et comme il s'agit d'un mouvement à petites secondes, nous avons dû réfléchir à l'approche que nous voulions adopter. Mais ce que je savais avec certitude dès le début, c'est que nous voulions faire du guilloché au centre, mais nous avons beaucoup hésité à propos du cadran extérieur. Le cadran extérieur a été un défi pour nous. Nous aimions l'idée de ces sortes d'arabesques élégantes qui rappellent davantage ce style breguet, ce style classique des arabesques. Je pensais que l'émail aurait créé un contraste magnifique. Mais l'un de nos défis était, et tu le savais, qu'il y a une certaine fragilité, surtout avec ce disque des 60 secondes, donc cela a posé un gros problème. On n'arrêtait pas d'y revenir en essayant de déterminer, est-ce que ça pourrait marcher? Est-ce que ça pourrait marcher? Oui, avec le réo ou anneau extérieur, on voulait aussi un guilloché au centre de la seconde, dans une couleur différente selon les cas. Donc en émail, ce n'est pas possible, ce serait trop fragile et risquerait de casser. Alors, on a envisagé de faire un cadran blanc laqué, ce qui nous donnerait un aspect similaire. Ensuite, il y a eu des difficultés pour obtenir ce résultat. Avec des bornettes, cela ne fonctionnait pas. Alors finalement, on s'est dit, bon, allons-y avec un réhaut en métal, quelque chose de très classique, traditionnel, vous savez, avec une finition argentée brossée. Et ensuite, nous avons choisi le bleu galvanique pour le guilloché, et je pense que la combinaison des deux est réussie. Et puis, bien sûr, il y a ce petit anneau des secondes tout fin autour. Mais comme il est en métal, nous n'avons pas de problème de fragilité. Je pense qu'au final, nous avons créé une montre qui est belle, classique, et qui coche beaucoup de cases. Pourtant, c'est quelque chose que nous pouvions produire en quantité. Aurait du sens. Vous savez, nous ne fabriquons pas qu'une montre ici. Oui, les principes pour moi étaient de montrer ce dont tu es capable, de fixer un prix, de façon à ce que ce ne soit pas hors de portée pour tant de gens. Je voulais au moins que ce soit accessible à ceux qui ont un budget de luxe, mais qui souhaitent quelque chose produit par un artisan indépendant ici aux États-Unis. Et je voulais aussi quelque chose qui puisse mêler le passé et le futur en termes de style. Je veux dire, il y a beaucoup d'éléments classiques ici, des éléments traditionnels, mais il y a aussi des caractéristiques que nous avons pu mettre en avant avec cette montre qui permettent à quelqu'un de la porter au quotidien. Oui, nous avons, je pense, une vision commune sur la transparence dans l'industrie horlogère. Et une chose que j'ai admirée chez toi au début, c'est que tu étais très direct sur ce que tu fais ici et ce que tu ne fais pas ici. Peux-tu expliquer à ceux qui n'ont jamais fabriqué de montre ce que nous avons traversé pour obtenir ce résultat? Où trouvons-nous certains composants et quelles ont été les principales considérations? J'aimerais vraiment obtenir des éclaircissements à ce sujet, parce que c'est quelque chose que la plupart des marques ne font pas. C'est vrai. Pour certaines montres, selon le prix visé et leur positionnement, certaines possèdent un mouvement suisse fabriqué et fini selon nos exigences. Certaines possèdent un mouvement suisse, comme celle-ci, où nous participons à la finition et à l'assemblage final du mouvement. Il y en a aussi où nous créons notre propre mouvement. Celle-ci est entre les deux. Le cadran, nous ne fabriquons pas l'anneau des heures, nous le concevons. Il est fabriqué selon nos dessins, ce qui est fait en Suisse, mais nous fabriquons le centre du cadran. Nous fabriquons d'abord la partie centrale vierge, puis la guillochon, avant de l'envoyer au plaquage galvanique pour obtenir le bleu. Quand il s'agit d'autres composants comme les aiguilles et ce genre de choses, la plupart de nos aiguilles sont fabriquées en France. Donc souvent, nous utilisons soit un design classique qui existe déjà,
que nous faisons fabriquer à notre taille, soit nous concevons une toute nouvelle aiguille et la faisons produire. Donc, étant 12 ou 13 personnes, ce que nous faisons, c'est que nous devons décider ce qu'il est le plus pertinent pour nous de faire ou non. Quelqu'un m'a dit plusieurs fois, et tout récemment, j'ai expliqué à quelqu'un comment nous avions fabriqué l'une des montres avec un mouvement maison. Et quand j'ai dit que nous ne fabriquions pas les rubis, le monsieur m'a regardé et m'a dit « Eh bien, pourquoi ne fabriquez-vous pas les rubis ?» Je lui ai dit « Si je voulais faire faillite, le moyen le plus rapide serait sûrement de s'équiper pour fabriquer des rubis. Donc, il faut choisir ce qui aura le plus d'impact et ce qui a le plus de sens pour nous de faire nous-mêmes et ce qui a du sens à externaliser. » Et c'est ce que nous faisons. Et pour cette montre, c'est clairement le cadran qui aura le plus d'impact. Nous voulons le faire nous-mêmes. Travailler sur le mouvement, le rotor, notre plaque en or, le perlage, pouvoir collaborer là-dessus, cela a un impact. Alors Roland, nous avons parlé du fait que tu dois prendre des décisions sur ce que tu veux prendre en charge ou non, mais il y en avait une qui, pour moi, était totalement inenvisageable et je savais que nous devions la réaliser ensemble dans ce projet. Il fallait absolument qu'il y ait du guilloché ici. Tu fais partie de ceux qui préservent ce savoir-faire du guillochage aux tours à guillocher aux États-Unis. Quand je suis entré ici pour la première fois, j'ai vu ces tours à guillocher et je me suis dit, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit qu'en Europe. Et je suis juste ici, à Mountjoy, en Pennsylvanie, à 5h30 de route de chez moi. Donc c'est vraiment étrange à voir. Pouvez-vous expliquer le processus, pourquoi c'est un artisanat rare et ce qui vous a motivé au départ pour que le public comprenne mieux? Absolument. Je suis un peu devenu obsédé par ça. Vous savez, être horloger, c'est une chose. Vous savez, le travail de guillochage est généralement une spécialité à part. J'ai adoré cette technique car elle est à la fois la plus gratifiante et la plus exigeante. Donc, quand tout se passe bien, c'est incroyable de voir cette création se former devant vous. Mais si vous faites une erreur, il n'y a aucun moyen de la rattraper. Vous savez, la pièce est fichue maintenant, donc il faut recommencer depuis le début. Nous sommes 3 ici à pouvoir faire ce travail. Et puis, avec le temps et la pratique, nous avons lentement réussi à atteindre le niveau où nous pouvions créer de magnifiques cadrans utilisables. Et ça a toujours été le but. Et maintenant, vous savez, même depuis qu'on a commencé à faire ça ces 20 dernières années, on a beaucoup progressé. C'était une passion. Donc ce motif particulier est une variation du motif grain d'orge, qui est un motif classique, mais sur lequel nous avons expérimenté. Et c'est ce que nous appelons un triple grain d'orge. L'espacement est un peu différent du motif traditionnel, mais je pense que visuellement, c'est plus attrayant. Et toutes ces rosaces où l'on distingue divers motifs. Et nous avons longuement hésité sur le motif qui conviendrait le mieux, à la fois pour le cadran central, mais aussi pour la petite seconde, car certains motifs rendent mieux lorsqu'ils sont déployés sur une grande surface, tandis que d'autres conviennent mieux à une surface plus fine. C'était un va-et-vient auquel nous avons dû faire face. Et en ce qui concerne le temps nécessaire pour réaliser un de ces cadrans, vous travaillez là-dessus depuis plus de 2 décennies, donc vous avez pu affiner votre savoir-faire. J'ai entendu une citation de Picasso. Quelqu'un demandait pourquoi cela valait si cher alors qu'il avait fait ça très vite et que cela ne lui avait pris que ce temps-là. Il explique que vous payez non seulement le temps passé aujourd'hui, mais aussi toute l'expérience acquise pour atteindre ce niveau. Je pense que c'est ce que nous voyons ici. Absolument. Tu y as passé beaucoup de temps, mais malgré ta maîtrise, cela exige toujours concentration et attention. Chaque œuvre est un nouveau défi, non? C'est un processus qui prend du temps. Et puis, les machines elles-mêmes ne sont pas facilement disponibles. Elles sont très chères à acquérir. Donc, c'est un engagement de pouvoir réaliser son propre travail de guillochage. Quels sont les autres aspects de ce design maintenant qu'il est terminé dont tu es le plus fier? Parce que ça a été un vrai parcours. De quels aspects du projet es-tu particulièrement fier et que nous n'avons pas encore évoqués? Tu sais, c'est un peu la façon dont tout fonctionne ensemble. Du guillochage du cadran aux chiffres dont nous avons parlé, jusqu'au boîtier de 39 mm avec un verre saphir de type box avec un mouvement à micro-rotor. Je pense que je suis fier de l'ensemble du projet. Enfin, c'est sûrement le guillochage qui est l'élément qui a le plus d'impact sur toi. Absolument. Je pense que globalement, la montre tient vraiment la comparaison avec tout.
Il y a eu quelques moments pendant ce processus où j'ai eu peur que ce qu'on voulait créer ne soit peut-être pas exactement possible, et nous avons dû trouver notre chemin. Je veux dire, surtout quand il s'agissait de l'anneau extérieur du cadran et de savoir si on pouvait réussir ça et si ça allait être cohérent avec le cadran central. Est-ce qu'on pouvait ajouter de l'émail comme concept? Et si ce n'était pas possible, je me demandais, est-ce que ça va marcher? Une fois la solution trouvée pour que tout fonctionne, aiguille et comprise, je pense que c'était juste. C'était la cerise sur le gâteau, car je pouvais voir le cadran arrière, le central et comprendre leur fonctionnement commun. Mais ensuite, visuellement, comment superposer les éléments pour former un ensemble cohérent. En choisissant les aiguilles et en voyant ce style d'aiguille feuille hybride s'accorder avec le design, j'ai compris que nous touchions au but et que tout irait bien. Oui, et je pense aussi que comme nous avons un cadran composé de plusieurs pièces ici, il y a une certaine profondeur. Vous remarquerez que le guilloché est en fait plus bas que le rehaut, de la même manière que pour le compteur de petites secondes. Le guilloché au centre de celui-ci est également plus bas. Donc, cela ajoute ce genre de palier qui donne de la profondeur, et je pense que lorsque vous combinez cela avec ce boîtier et le verre bombé de style box, ça semble tout simplement parfait. Lorsque nous avons envisagé ce projet, je tenais à m'assurer que nous pourrions nous intégrer à votre planning déjà très chargé. Nous devions imaginer quelque chose qui ne vous ralentirait pas, serait un véritable projet collaboratif et aurait du sens, d'où les choix sur le mouvement et les décisions de design. C'est quelque chose dans lequel nous avons investi beaucoup de temps et je pense que ce design possède beaucoup des bases que nous rechercherions si nous voulions le développer à l'avenir. Absolument. Vous savez, notre production totale se situe quelque part entre 2 et 300 pièces. Donc 2 à 300 pièces, c'est notre production annuelle. Pour les mouvements fabriqués en interne, on est bien en dessous de 100 pièces, donc on ne pourrait pas vraiment augmenter ce chiffre avec un mouvement maison. Nous avons donc opté pour une solution hybride en collaborant avec un fabricant de mouvements, ce qui nous permet de rester impliqués dans leur production. Et ensuite, nous pouvions nous engager sur environ 25 pièces, ce qui est significatif compte tenu de la petite taille de notre production au départ. Et je pense que ça va être une offre spectaculaire. Une autre chose qui était importante pour moi quand nous allions faire cela, c'est que tu étais aussi assez transparent pour vouloir montrer une partie du processus de fabrication. Je dois au moins montrer l'aspect, que ce soit du design ou de la construction. Je souhaite embarquer les gens dans la création de montres, pas seulement fabriquer des montres avec quelqu'un. Je veux le faire avec des artisans et des personnes que je respecte, tout en embarquant les gens dans ce voyage. Non, je veux dire, c'est ça. C'est pour ça que les gens aiment ta chaîne, parce que tu les emmènes dans des aventures, et j'aime regarder tes vidéos. Tu emmènes les gens là où ils ne pourraient jamais aller par eux-mêmes. Et pouvoir voir en profondeur ce processus est quelque chose qui, je pense, fera davantage apprécier la montre elle-même. Et au final, si quelqu'un devient propriétaire de l'une d'elles, il comprendra mieux ce qu'il porte à son poignet. Roland, nous avons beaucoup discuté de la philosophie de ce design. Maintenant, je voudrais montrer quelques étapes du processus de finalisation de cette montre. Nous sommes au sous-sol, il y a quelques marches à monter ici. Nous avons parlé à l'étage du mouvement, de la façon dont le short CTM nous permet de travailler avec eux et de la finition d'une partie du mouvement. Ici, nous avons en fait une partie de la platine principale où se trouve le micro-rotor. Et ce que nous allons vous montrer ici, c'est le perlage, la décoration qui se trouve sous le rotor. Et plus tard, nous verrons cette pièce en cours d'assemblage, la même pièce mais totalement terminée. Donc, il fait les petits cercles, le perlage tout autour. Et une fois qu'il aura terminé une rangée, nous pourrons nous rapprocher et faire un gros plan pour voir à quoi cela ressemble. C'est l'une de ces choses vraiment satisfaisantes. Parce que, comme par magie, on obtient soudainement une belle finition, et c'est une finition traditionnelle que l'on retrouve sur les montres de haute qualité. Teddy, ici sur notre CNC numéro 2, nous allons te montrer comment nous usinons le centre du cadran brut, là où nous réalisons le guilloché. Nous faisons le guilloché au centre, puis nous faisons aussi le guilloché au centre de la petite seconde. Donc ici, nous allons voir comment ces cadrans bruts sont usinés. En ce qui concerne la CNC également, pour ce projet, il y avait deux composants principaux que nous usinions à la CNC. Nous avions les cadrans. Oui, avions-nous aussi un cadran indépendant pour la petite seconde? Est-ce un brut séparé que tu dois créer? En fait, cela fait partie du même brut.
il y a un renfoncement pour que le réau extérieur vienne par-dessus, puis nous avons 2 zones surélevées. Et puis aussi la plaque également. La plaque en or massif que nous usinons avant de l'appliquer sur le micro-rotor. Teddy, nous sommes devant un de nos tours à guillocher. Adam ici est en train de graver le guillochet au centre du cadran. C'est la partie principale que nous regardions et admirions à l'étage. Cette machine à guillocher est anglaise, elle date des années 1930 environ, et en gros, voici comment elle fonctionne. Vous remarquerez que nous avons des rosettes à l'arrière, il y a différentes cames là-bas, et nous suivons l'une d'elles à l'arrière des rosettes. Vous verrez que nous pouvons décaler les rosettes par rapport à la pièce à usiner, qui se trouve à l'avant, et nous faisons aussi des espacements ici de gauche à droite. Donc c'est la combinaison de ces éléments qui lui permet de créer le motif. Nous faisons ce que nous appelons un grain d'orge triple, donc c'est une variante du motif traditionnel de grain d'orge. Ceci est donc une machine manuelle actionnée à la main, et c'est considéré comme un travail fait main, donc l'art réalisé ici est vraiment contrôlé par l'opérateur. La lame tourne, applique une pression, tout se fait au ressenti. Exactement. Tu entres dans un état de concentration où tu essayes simplement d'appliquer la même pression de façon constante. Tu ne veux pas appuyer fort puis doucement, tu veux essayer d'avoir une sensation constante avec la machine. Quand tu fais ça, le résultat final est bien meilleur. Et tu termines une rotation puis tu dois te replacer sur une nouvelle ligne après chacune. Exactement. Donc, en gros, on coupe une série de lignes, c'est ce qu'on fait, et selon la façon dont ces lignes sont formées. Grâce à la rosette, décalée et espacée, on peut créer une infinité de motifs. Y a-t-il une stratégie? On avait un affichage petite seconde avec son motif, puis l'affichage principal. Comme vous regardez 2 motifs distincts et aussi 2 niveaux différents de surface à traiter, y a-t-il une réflexion sur ce que vous voulez aborder en premier ou en second? Oui, et même quel motif, vous voyez? On veut des motifs complémentaires dans ce cas précis. Adam a fait les petites secondes en premier parce qu'elles sont serrées. Un peu plus de risque d'erreur. Donc tu ne voudrais pas faire l'extérieur d'abord puis commettre une erreur, alors tu commences simplement par ça. Sur ce cadran en particulier, j'ai d'abord fait la petite seconde, puis j'ai travaillé sur le centre, qui est un peu plus grand, moins serré à mesure qu'on s'approche du centre. Concernant les personnes qui font ce travail, pas seulement aux États-Unis, mais aussi à l'international, on parle ici d'une compétence très rare. En gros, on se connaît tous plus ou moins. C'est vraiment, vous voyez, je veux dire, les gens disent que la communauté horlogère est petite. La communauté du guillochage est beaucoup plus petite. On parle probablement de quelques dizaines de personnes, dans cet ordre de grandeur. Oui, certainement pas des milliers. Ça, c'est sûr. Quel est l'élément le plus stressant dans ce travail? Eh bien, beaucoup de motifs nécessitent de compter parce que vous allez peut-être faire un certain nombre d'espaces ou décaler le canon d'une certaine manière. Si vous perdez le fil de là où vous en êtes, alors il se peut que vous ne puissiez plus retrouver votre place. Et puis vous prenez peut-être un risque en vous disant « je crois que j'ai déplacé ça ». Et bien sûr, si ce n'était pas le cas, et que vous coupez, et que vous vous êtes trompé, alors il faut tout recommencer parce que la pièce est gâchée. Donc vous pourriez presque avoir terminé et le gâcher facilement. Donc, c'est de nombreuses heures de travail, surtout quand on inclut la préparation de la machine, la mise en place des pièces, puis la découpe minutieuse, dans ce cas précis, de 2 zones différentes. Donc, des heures de travail, mais juste une seconde de mauvaise estimation, et tout est perdu. Donc Teddy, certains des procédés qu'Alan est en train de montrer concernent notamment ce pont du module de la platine principale que nous avons vu recevoir un perlage. Nous avons une pièce finie qui va dans le mouvement, puis nous plaçons également le rotor sur son roulement sur ce module, et à ce moment-là, nous avons un mouvement complet. Après cela, nous avons le cadran et les aiguilles qui sont placés sur la montre, puis l'emboîtage final. Donc, il y a plusieurs étapes à suivre pour le faire. Bien sûr, tout doit être fait de manière très précise, propre, vous savez, de façon très soigneuse pour ne rien rayer et ne pas endommager les pièces. Mais à la fin, nous avons la montre terminée du projet Teddy de RGM. Et lors de l'inspection finale, quel détail Adam ou un autre à ce poste vérifie-t-il pour s'assurer que tout est conforme, car c'est la dernière étape pour garantir que tout est comme souhaité? Donc une fois que l'horloger estime avoir terminé la montre, elle sera en fait inspectée par un autre horloger à ce moment-là.
Elle passera également par au moins une semaine de test. C'est une montre automatique, donc elle ira sur un remontoir. Après le réglage et le contrôle de marche, elle sera testée pendant au moins une semaine et vérifiée périodiquement chaque jour pour s'assurer que tout fonctionne correctement et que la précision est bonne. Sinon, nous pouvons ajuster légèrement. Et puis, pour l'assemblage final, l'emboîtage, tous ces tests, tout cela est fait par un seul horloger. Maintenant, nous avons un petit élément d'assemblage dans le mouvement avec ce pont unique. Nous ajoutons la plaque, mais à partir de cette étape jusqu'à l'emboîtage, en effectuant les vérifications croisées et l'analyse, c'est un seul horloger qui fait tout cela. Exactement. Même le test d'étanchéité jusqu'à la pose du bracelet et de la boucle jusqu'à la montre finie. Et ensuite, une deuxième personne vérifie à nouveau que tout est parfait. Et ensuite, elle est prête. Alors Roland, quel parcours aujourd'hui et après 4 ans de préparation? Merci pour tout le temps que tu as donné à ce projet. C'était un rêve pour moi de faire ça avec toi. Eh bien, ça a été un plaisir de travailler avec toi. Je suis content que tu aies pu revenir dans le comté de Lancaster, nous voir ici chez RGM. Je suis enthousiaste pour la montre et tu es toujours le bienvenu ici. Merci Roland, ravi de te serrer la main. Merci encore. Merci.